Dans ce chapitre, nous allons voir l'ensemble des muscles qui constituent le membre inférieur. Pour chaque muscle, vous devrez connaître son origine, son trajet et sa forme, sa terminaison, sa fonction et enfin son innervation. Le muscle iliopsoas est formé de deux muscles, le muscle grand psoas et le muscle iliaque. Ils sont unis à leur terminaison. Le muscle psoas a pour origine la face latérale des vertèbres de TH12 à L5 par des arcades fibreuses représentées ici en vert clair. Il s'assert aussi sur les disques intervertébraux correspondants et sur le bord inférieur des processus costiformes. Cette insertion sur le bord inférieur des processus costiformes correspond au faisceau profond du muscle psoas. Le contingent s'insérant sur les corps vertébraux et sur les disques correspond au faisceau superficiel. Ce muscle psoas a des fibres convergentes en bas et latéralement. Il passe dans la fosse iliaque devant l'articulation coxo-fémorale et vient se terminer par un tendon sur le petit trochanter. Lorsqu'il quitte la fosse iliaque, il passe en dessous du ligament inguinal dans la lacune musculaire, représentée ici en vert. Ce ligament inguinal présente une bandelette appelée bandelette iliopectinée qui sépare la lacune musculaire qui contient le muscle iliopsoas et la lacune vasculaire en dedans. Ce muscle psoas est innervé par une branche provenant directement du plexus lombaire. Le muscle iliaque a pour origine la crête iliaque, plus exactement la lèvre interne. Elle est représentée ici par un trait orange épais. Ce muscle s'insère aussi directement sur la fosse iliaque, l'aile du sacrum et l'articulation sacro-iliaque. Sur notre schéma, l'insertion sur l'aile du sacrum et l'articulation sacro-iliaque est cachée par le muscle psoas. Ce muscle iliaque présente des fibres qui convergent en bas et latéralement, qui passent devant l'articulation coxo-fémorale, comme le muscle psoas, sous le ligament inguinal, dans la lacune musculaire en dehors du muscle psoas, et vient se terminer sur le tendon du grand psoas. Ce muscle iliaque est innervé par le nerf fémoral. Si l'on s'intéresse aux différents feuillets, nous retrouvons l'arcade du psoas en haut, avec le faisceau profond séparé du faisceau superficiel. Au niveau de la fosse iliaque, il existe un fascia iliaca ou fascia iliaque qui recouvre les deux muscles. Et enfin, sur la coupe du bas, au niveau du ligament inguinal, on retrouve côte à côte le muscle iliaque et le muscle psoas. Sur le plan fonctionnel, ce muscle assure la flexion et la rotation externe de la cuisse, ainsi que la flexion du rachis et la rotation contralatérale de la colonne quand le membre inférieur est fixe. Étudions maintenant la région fessière ou région glutéale sur une vue latérale. Nous allons d'abord nous intéresser au plan superficiel. Les muscles de la région glutéale sont disposés en trois plans. Le plan superficiel, le plan moyen et le plan profond. Sur ce plan superficiel, on peut mettre en place certains repères osseux, avec ici en avant l'épine iliaque antéro-supérieure et en arrière, successivement, l'épine iliaque postéro-supérieure, le sacrum et le ligament sacro-tubéral. Le fascia glutéal recouvre les muscles de la fesse. Il s'insère sur la lèvre externe de la crête iliaque. Il se dédouble en avant pour envelopper le muscle tenseur du fascia lata, qui est représenté ici en violet, et se dédouble aussi en arrière pour envelopper le muscle grand glutéal, représenté ici en orange.
il se poursuit en bas par le fascia lata ou tractus du fascia lata. Il s'agit d'une bande fibreuse qui prolonge le fascia glutéal et qui se fixe sur le condyle latéral du tibia. Le muscle tenseur du fascia lata a pour origine le cinquième antérieur de la crête iliaque. Il a un trajet oblique en bas et en arrière et se termine sur le bord du tractus iliotibial. Ce muscle est innervé par le nerf glutéal supérieur. Il joue un rôle dans la rotation interne de la hanche et dans la flexion de la hanche. Le muscle grand glutéal est le muscle le plus puissant et le plus volumineux de l'organisme. Il a pour origine le cinquième postérieur de la crête iliaque. Il s'insère sur l'ilion en arrière de la ligne glutéale postérieure. Il s'insère sur la crête sacrale latérale, sur les bords latéraux du sacrum et du coccyx, et enfin sur la face postérieure du ligament sacro-tubéral. Ce muscle grand fessier est formé de deux faisceaux, un faisceau superficiel et un faisceau profond. Le faisceau superficiel va se terminer sur le bord postérieur du tractus iliotibial. C'est ce que l'on voit sur cette vue latérale de la région glutéale. Le faisceau profond, quant à lui, va s'insérer sur la tubérosité glutéale du fémur. Le muscle grand glutéal est innervé par le nerf glutéal inférieur. Sur le plan fonctionnel, le muscle grand glutéal, pour son faisceau superficiel, joue un rôle dans la rotation externe, dans l'extension et dans l'abduction de la hanche. Le faisceau profond, quant à lui, joue un rôle identique dans la rotation externe et dans l'extension de la hanche, mais joue un rôle dans l'adduction de la hanche. Enfin, le deltoïde fessier correspond au muscle grand glutéal superficiel, au fascia glutéal et au muscle tenseur du fascia lata. Passons maintenant au plan moyen de cette région glutéale. Deux muscles se situent à ce niveau. Il s'agit du muscle moyen glutéal et du muscle petit glutéal. On met en place quelques repères, le ligament sacro-tubéral en arrière et le muscle petit glutéal représenté ici en rouge, avec recouvert donc par le muscle moyen glutéal que nous verrons ensuite. Le muscle petit glutéal a pour origine la face externe de l'ilion devant la ligne glutéale antérieure. Il est de forme triangulaire avec un sommet inférolatéral. Il vient se terminer sur le bord antérieur du grand trochanter. Il est innervé par le nerf glutéal supérieur. Au niveau de la hanche, il est rotateur interne et abducteur. Le muscle moyen glutéal a pour origine la face externe de l'ilion entre la ligne glutéale antérieure et la ligne glutéale postérieure. Il s'insère aussi sur le fascia lata. Il est de forme pyramidale avec un sommet inférolatéral. Il se termine sur la face latérale du grand trochanter
et il est innervé par le nerf glutéal supérieur. De par ses insertions, il joue un rôle dans la rotation externe, mais aussi dans la rotation interne, en fonction de la mobilisation de son contingent antérieur ou postérieur, et il joue un rôle dans l'abduction. Il assure enfin la stabilisation latérale du bassin lors de l'appui monopodal. On peut mettre en évidence sur ce plan moyen un contingent musculaire d'origine crâniale qui va correspondre au muscle moyen glutéal et qui s'insère sur la face latérale du grand trochanter, avec juste en dessous l'insertion crâniale du muscle vaste latéral qu'on verra en détail tout à l'heure, avec une insertion donc crâniale qui se fait juste en contact de l'insertion du muscle moyen glutéal. L'ensemble de ces deux muscles forme ce qu'on appelle le muscle digastrique. Intéressons-nous maintenant au plan profond. Pour visualiser les différentes structures musculaires de ce plan profond, nous allons observer le sacrum, l'os coxal et le fémur sur une vue postérieure. Le premier élément musculaire, représenté ici en rouge, correspond au muscle petit glutéal. Remarquez, son insertion sur le fémur n'est pas visible car elle se fait à la face antérieure du trochanter. Le muscle piriforme a pour origine la face pelvienne du sacrum. Son origine est représentée ici en pointillé. Il va s'insérer sur les bords latéraux du deuxième et troisième foramen sacro-pelvien. Il va ensuite s'orienter horizontalement. Sa forme triangulaire est dirigée en avant et latéralement. Il quitte le petit bassin par la grande incisure ischiatique. Il poursuit son trajet jusqu'au sommet du grand trochanter où il termine sa course. Il est innervé par le nerf piriforme. Le muscle obturateur interne a pour origine la face interne de la membrane obturatrice et le pourtour du foramen obturé. Il va être orienté en arrière, ses fibres vont converger vers la petite incisure ischiatique. À ce niveau, le muscle va se réfléchir et changer de direction pour se diriger en dehors et en avant. Il va se terminer sur la face médiale du grand trochanter. Il est innervé par le nerf obturateur interne. Les muscles jumeaux sont au nombre de deux, le muscle jumeau supérieur et le muscle jumeau inférieur. Voyons l'origine de chacun. Tout d'abord, le muscle jumeau supérieur s'insère sur la face externe de l'épine ischiatique. Le muscle jumeau inférieur, quant à lui, va s'insérer sur la partie supérieure de la tubérosité ischiatique. Ils vont se terminer en fusionnant avec le tendon du muscle obturateur interne. Le muscle jumeau supérieur est innervé par le nerf de l'obturateur interne, alors que le muscle jumeau inférieur est innervé par le nerf du muscle carré fémoral. C'est entre le muscle piriforme et le muscle obturateur interne que va émerger le nerf ischiatique. Le muscle carré fémoral a pour origine le bord latéral de la tubérosité ischiatique. Il est de forme rectangulaire, ses fibres sont horizontales. Il va se terminer sur la crête intertrochantérique du fémur. Il est innervé par le nerf du muscle carré fémoral. Intéressons-nous toujours au plan profond, cette fois sur une vue crâniale. Le fémur est vu donc sur une vue crâniale, il est représenté complètement. Le foramen obturé, quant à lui, est sectionné en son centre,
n'est gardée que la partie inférieure de l'os coxal et la membrane obturatrice représentée ici en vert. Le sacrum, quant à lui, est en place. On a ainsi le sacrum avec sa face ventrale qui est orientée vers nous, le pubis qui est sectionné, l'ischion et l'épine sciatique que l'on peut voir en perspective, et le grand trochanter. On replace ainsi le muscle piriforme, on voit bien son insertion à la face ventrale du sacrum, sur les pourtours latéraux du deuxième et troisième trou sacré. La membrane obturatrice représentée ici en vert qui obstrue le foramen obturé. Le muscle qui nous intéresse ici, que nous n'avons pas encore vu, correspond au muscle obturateur externe. Ce muscle obturateur externe a pour origine la face externe de la membrane obturatrice, le pourtour externe du foramen obturé. Il a un trajet oblique en haut et en dehors et veut se terminer dans la fosse trochantérique. Ce muscle est innervé par le nerf obturateur. On représente, pour compléter complètement la légende, le muscle obturateur interne en orange. Les muscles médiaux de cuisse s'organisent en 3 plans. Un plan superficiel que nous allons étudier tout de suite, qui va contenir le muscle pectiné, le muscle long abducteur et le muscle gracile. Un plan moyen qui va contenir le muscle court adducteur et un plan profond qui va contenir le muscle grand adducteur. Voyons tout d'abord sur ce schéma qui correspond au plan superficiel avec tout d'abord le muscle pectiné représenté en vert. Ce muscle pectiné a pour origine la branche supérieure du pubis correspondant à une région qui se nomme le pecten, P-E-C-T-E-N, du pubis. Ce muscle a un trajet vers le bas, orienté latéralement et en arrière. Il se termine sur la ligne pectinée du fémur, c'est-à-dire à la face postérieure du fémur. Ce muscle pectiné est innervé par le nerf fémoral et le nerf obturateur. Le muscle long adducteur fait partie du plan superficiel. Il a pour origine, représentée ici par une tache marron, la face antérieure du corps du pubis, juste en dessous du tubercule du pubis. Il est oblique en bas et latéralement. Il se termine sur le tiers moyen de la lèvre interne de la ligne âpre. Il est innervé par le nerf obturateur et le nerf fémoral. Le rôle de ces muscles est d'assurer l'adduction de la hanche, la flexion de la hanche et la rotation externe de la hanche. Les muscles médiaux de la cuisse sont aussi appelés muscles abducteurs. Voyons maintenant le plan moyen qui correspond au muscle court adducteur. Ce muscle court adducteur, représenté ici en marron, a pour origine la partie inférieure du pubis et s'insère à ce niveau par un tendon. Il a un trajet oblique en bas et latéralement. Il se termine sur le tiers proximal de la ligne âpre. Il est innervé par le nerf obturateur. Sur le plan fonctionnel, ce muscle assure l'abduction de la hanche, la flexion de la hanche et la rotation externe de la hanche. Le muscle qui va correspondre au plan le plus profond des muscles adducteurs va correspondre au muscle grand adducteur. Ce muscle grand adducteur est constitué de 3 contingents musculaires répartis en 2 faisceaux distincts. Les 2 premiers faisceaux, le 1 et le 2, représentés sur le schéma en rouge, sont dans le même plan
et constitue le faisceau antérieur. Il s'insère sur la branche inférieure du pubis, pour le premier chef, et sur la branche de l'ischion pour le deuxième. Le troisième chef, quant à lui, est dans un plan plus profond et constitue le faisceau postérieur. Il a pour origine une insertion sur le bord inférieur de la tubérosité ischiatique. Le faisceau antérieur va présenter une torsion sur lui-même et venir se fixer sur la lèvre interne de la ligne âpre et sur la ligne supracondylaire médiale. Le faisceau postérieur, quant à lui, est vertical et va venir s'insérer sur le tubercule des abducteurs ou tubercule du grand adducteur. Les deux terminaisons du faisceau postérieur vont former une arcade tendineuse qui forme le hiatus tendineux de l'adducteur, représenté ici en vert. Le muscle grand adducteur est innervé pour son faisceau antérieur par le nerf obturateur et pour son faisceau postérieur par le nerf sciatique. On peut représenter ici le muscle gracile avec son insertion à la partie inférieure du pubis. Nous en parlerons plus loin. Ce muscle grand adducteur joue donc un rôle dans l'adduction de la hanche, mais aussi dans la rotation externe de la hanche. Le muscle quadriceps fémoral se trouve dans la loge antérieure de cuisse. Il est constitué de 4 chefs distincts: le muscle droit fémoral, les muscles vastes latéral, intermédiaire et médial. Le muscle droit fémoral. Le muscle droit fémoral a pour origine un tendon direct sur l'épine iliaque antéro-supérieur et un tendon réfléchi qui se loge dans le sillon supra-acétabulaire. Ce muscle droit fémoral a un trajet vertical. Il se termine sur la base de la patella et va donner quelques fibres qui vont se poursuivre à la face antérieure de la patella pour venir se fondre avec les fibres du ligament patellaire. Le muscle droit fémoral est innervé par le nerf fémoral. Le muscle vaste latéral a pour origine le bord antérieur et inférieur du grand trochanter. Il s'insère aussi sur la partie supérieure de la lèvre externe de la ligne âpre. Il présente un trajet vertical et il va se terminer par une aponévrose sur le bord latéral du tendon du muscle droit fémoral et sur le bord latéral de la patella. Il va donner aussi un rétinaculum patellaire longitudinal. Ce rétinaculum patellaire longitudinal va correspondre à son contingent latéral avec des faisceaux directs et des faisceaux croisés. Le muscle vaste latéral est innervé par le nerf fémoral. Le muscle vaste médial a pour origine la lèvre interne de la ligne âpre. Il a un trajet vertical et va se terminer de la même façon que le muscle vaste latéral, sur le bord latéral du tendon du muscle droit fémoral et sur le bord latéral de la patella, et va se poursuivre en partie jusque dans le ligament patellaire. À sa terminaison existe aussi un rétinaculum patellaire, cette fois médial, qui va donner un faisceau direct et un faisceau croisé. Ce muscle vaste médial est lui aussi innervé par le nerf fémoral.
Il n'est pas représenté sur ce schéma car il est plus profond. Il s'agit du vaste intermédiaire. Il a pour origine les 2/3 supérieurs de la face antérieure et postérolatérale du fémur. Il est vertical, semi-cylindrique, et va se terminer à la face postérieure du tendon du muscle droit fémoral. Il est, lui aussi, innervé par le nerf fémoral. Ce muscle quadriceps fémoral a pour rôle une extension de la jambe, de par son insertion jusqu'au ligament patellaire, et un rôle de flexion au niveau de la hanche. Les muscles ischio-jambiers correspondent aux muscles postérieurs de la cuisse. Ils sont au nombre de 3. Le muscle semi-tendineux, le muscle semi-membraneux, le muscle biceps fémoral. Plaçons sur cette vue postérieure tout d'abord la tubérosité ischiatique. Le muscle semi-tendineux, représenté ici en violet, a pour origine la tubérosité ischiatique. Il a un trajet vertical et il se prolonge par un tendon. Il passe en pont l'articulation du genou et vient se terminer sur la face médiale du tibia. Sa terminaison, à ce niveau, se fait avec 2 autres muscles. Cet ensemble de muscles va constituer les muscles de la patte doigt, nous allons les voir en détail. Le muscle semi-tendineux est innervé par le nerf sciatique. Le muscle semi-membraneux a lui aussi pour origine la tubérosité ischiatique. Il a un trajet vertical et il se prolonge par un tendon qui longe la face postérieure du condyle médial du fémur et passe aussi en pont l'articulation du genou. Sa terminaison est plus complexe. On trouve tout d'abord une insertion à la face postérieure du condyle médial du tibia, qui est dans l'alignement du muscle. Mais au niveau de sa terminaison, nous allons retrouver 2 expansions, avec ce qu'on appelle le tendon réfléchi, qui correspond à l'extension médiale. Cette extension médiale va contourner le condyle médial du tibia et va se terminer à la face antérieure de ce condyle. On le voit ici, représenté filé en avant. L'autre extension correspond à ce qu'on appelle le ligament poplité oblique. Il s'agit de l'extension latérale et cette extension va se terminer sur la coque condylienne latéralement. Ce muscle semi-membraneux est innervé par le nerf sciatique. Le muscle biceps fémoral. Le muscle biceps fémoral est constitué de 2 chefs. Un chef fémoral, ou un chef court, et un chef ischiatique, ou un chef long. Le chef court s'insère à la moitié inférieure de la lèvre externe de la ligne âpre sur le fémur, alors que le chef long s'insère sur la face postérieure de la tubérosité ischiatique. Les 2 chefs vont converger pour constituer un tendon commun. Ce tendon commun va se terminer sur la tête de la fibula. Le muscle biceps fémoral est innervé par le nerf sciatique. Sur le plan fonctionnel, l'ensemble de ces muscles va jouer un rôle dans la flexion de la jambe et dans l'extension
de la cuisse. Voyons maintenant plus en détail les 3 muscles qui vont constituer les muscles de la patte doigt. Les muscles de la patte doigt sont au nombre de 3. Le muscle sartorius, le muscle gracile et le muscle semi-tendineux. Voyons tout d'abord le muscle sartorius. Le muscle sartorius s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure. Il a un trajet oblique vers le bas et médialement. Il contourne ainsi la face antérieure et latérale de la cuisse. Il a un trajet vers le dedans et l'arrière. Il se termine sur la face médiale du tibia. Il est innervé par le nerf fémoral. Le muscle gracile a pour origine le corps et la branche inférieure du pubis. Il a un trajet vertical et il se termine à la face médiale du tibia en arrière du sartorius. Il est innervé par le nerf obturateur. Le 3e muscle correspond au muscle semi-tendineux. Ce muscle semi-tendineux a été vu en détail sur la diapositive suivante. Je vous rappelle qu'il est innervé par le nerf sciatique. Sur le plan fonctionnel, les muscles de la patte doigt jouent un rôle dans la flexion et la rotation interne de la jambe. Je vous fais remarquer aussi que chaque muscle est innervé par un nerf différent et que chaque muscle fait partie d'une loge différente de la cuisse. Le muscle sartorius est dans la loge antérieure, le muscle gracile dans la loge médiale et le muscle semi-tendineux dans la loge postérieure. Nous allons revoir ici sur cette diapositive les différents mouvements, en particulier les mouvements de rotation du genou en fonction des muscles précédemment représentés. Tout d'abord, la rotation externe qui correspond à une position de verrouillage de l'articulation du genou. Cette rotation externe est assurée par les 3 muscles suivants, le muscle tenseur du fascia lata, le vaste latéral et le muscle biceps fémoral. La rotation interne, quant à elle, est assurée par d'autres muscles que nous avons vus, le muscle poplité, le muscle semi-membraneux et les muscles de la patte doigt, sartorius, gracile, semi-tendineux. Les muscles de la jambe sont répartis en 3 loges distinctes. Une loge latérale, une loge ventrale et une loge postérieure. Nous allons voir sur cette diapositive la loge latérale et la loge ventrale. On place sur cette vue latérale de la jambe le nerf fibulaire commun et sa division en nerf fibulaire superficiel et nerf fibulaire profond. On place aussi le rétinaculum des extenseurs, qui correspond à un renforcement fibreux au niveau de la cheville. Commençons par le muscle tibial antérieur. Le muscle tibial antérieur a pour origine la face latérale de la tubérosité tibiale, et il s'insère aussi sur les 2/3 supérieurs de la face latérale du tibia. Il a un trajet vertical. Il se poursuit à la moitié inférieure de la jambe par un tendon qui passe dans un dédoublement du rétinaculum des extenseurs. Ce muscle tibial antérieur va se terminer sur l'os cunéiforme médial et sur la base du premier
métatarsien. Le muscle tibial antérieur est innervé par le nerf fibulaire profond. Le muscle long extenseur des orteils a pour origine le condyle latéral du tibia. Il s'insère aussi sur les 2/3 supérieurs de la face médiale de la fibula et sur la membrane interosseuse crurale. Il a un trajet vertical et se poursuit par un tendon qui va passer dans le rétinaculum des extenseurs en se divisant en 4 tendons terminaux. Ces tendons terminaux vont chacun se terminer par une languette médiale à la face dorsale de la base de la phalange intermédiaire. Cette bandelette médiale va être associée à 2 bandelettes latérales qui vont fusionner à la face dorsale de la base de la phalange distale. Ce muscle long extenseur des orteils est innervé par le nerf fibulaire profond. Le muscle long extenseur de l'hallux a pour origine la partie moyenne de la face médiale de la fibula. Il s'insère lui aussi en partie sur la membrane interosseuse. Il se prolonge par un tendon qui passe dans un dédoublement de rétinaculum des extenseurs. Il va se terminer à la base de la phalange distale de l'hallux. Il est innervé par le nerf fibulaire profond. Ces 3 muscles qui constituent les muscles de la loge ventrale sont donc tous innervés par le nerf fibulaire profond et vont jouer un rôle dans la flexion du pied et dans l'extension des orteils. Le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire font partie de la loge latérale. Le muscle long fibulaire s'insère à son origine par 3 chefs musculaires. Un chef sur la face latérale de la tête de la fibula et sur le condyle latéral du tibia, un chef sur la partie antérieure de la face latérale de la fibula et un chef sur la partie postérieure de la face latérale de la fibula. Il se prolonge vers le bas par un tendon qui passe dans le sillon malléolaire latéral, où il existe aussi à ce niveau un rétinaculum. Il va se poursuivre à la face latérale du calcaneus. Et enfin, il va passer sous la face plantaire du cuboïde. Il va venir se terminer à la base du premier métatarsien. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Le muscle court fibulaire s'insère sur la face latérale de la fibula à sa partie inférieure. Il se prolonge rapidement par un tendon qui passe dans le sillon malléolaire latéral, lui aussi à travers le rétinaculum, et va croiser la face latérale du calcaneus. Il va rester sur le bord latéral du pied pour venir se terminer sur la tubérosité du 5e métatarsien. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Les 2 muscles de la loge latérale sont donc innervés par le nerf fibulaire superficiel. Ils jouent un rôle dans l'éversion du pied. Les muscles postérieurs de jambes sont répartis en 2 plans dans la loge postérieure. Un plan superficiel qui correspond au muscle triceps sural et un plan profond qui contient le muscle tibial postérieur, le muscle fléchisseur des orteils et le muscle long fléchisseur de l'hallux. Voyons sur ce plan superficiel le muscle triceps sural. Le muscle triceps sural comprend 2 parties. Les muscles gastrocnémiens
médial et latéral, et le muscle soléaire. Ces deux parties convergent en bas pour former le tendon calcanéen ou tendon d'Achille. Les muscles gastrocnémiens s'insèrent sur les tubercules supracondylaires et sur la capsule articulaire du genou. Le muscle soléaire, quant à lui, s'insère à la face postérieure de la tête de la fibula et sur la face postérieure du tibia. Il s'insère aussi sur le bord médial du tibia. Ce muscle est donc tendu entre la fibula et le tibia, ce qui correspond à ce que l'on appelle l'arcade du muscle soléaire ou arcade tendineuse du muscle soléaire. À noter que l'insertion du muscle soléaire sur la face postérieure du tibia est à l'origine d'un relief osseux qui se nomme la ligne du muscle soléaire. Le muscle soléaire est parfois accompagné d'un muscle grêle appelé le muscle plantaire. Ils vont converger tous ensemble pour former le tendon calcanéen ou tendon d'Achille. Ce tendon va s'insérer sur la tubérosité du calcaneus au niveau du pied. Le muscle triceps sural est innervé par le nerf tibial. Sur le plan fonctionnel, les muscles de la loge postérieure superficielle vont assurer l'extension du pied et le muscle gastrocnémien en particulier vont assurer la propulsion. La propulsion correspond à une extension du pied. Au niveau de la jambe, les muscles gastrocnémiens vont jouer en plus un rôle de flexion. Voyons enfin les muscles qui vont constituer le plan profond de la loge postérieure de jambe. On va ainsi pouvoir mettre en place le muscle tibial postérieur. Ce muscle tibial postérieur a pour origine les 2/3 supérieurs de la face postérieure du tibia, les 2/3 supérieurs de la face médiale du tibia. Il va s'insérer aussi sur la membrane interosseuse. Il est oblique en bas et en dedans. Il va se terminer au niveau des os du pied de la façon suivante. Il va tout d'abord s'insérer sur l'os naviculaire, sur l'os cunéiforme, sur la base des 2e, 3e et 4e métatarsiens, sur le cuboïde et enfin sous le sustentaculum tali. Ce muscle tibial postérieur est innervé par le nerf tibial. Il va jouer un rôle dans l'inversion du pied. Le muscle long fléchisseur des orteils a pour origine la face postérieure du tibia sous la ligne du muscle soléaire. Il va surcroiser le muscle tibia postérieur. Il va passer derrière la malléole médiale et sous-croise le muscle long fléchisseur de l'hallux. Il va se terminer sur la face plantaire de la base des 2e, 3e, 4e et 5e métatarsiens. Il est innervé par le nerf tibial. Le muscle long fléchisseur de l'hallux s'insère sur les 2/3 inférieurs de la face postérieure de la fibula. Il s'insère aussi sur la membrane interosseuse. Il passe derrière l'extrémité inférieure du tibia et surcroise le tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Il vient se terminer sur la face plantaire de la base de la phalange distale de l'hallux. Il est lui aussi innervé par le nerf tibial.
Sur le plan fonctionnel, les muscles qui constituent cette loge postérieure de jambe assurent l'extension du pied et la flexion des orteils pour le long fléchisseur des orteils et la flexion de l'hallux pour les longs fléchisseurs de l'hallux.